Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir pour cette nouvelle saison de recevoir Nicolas Dufourcq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BPI France, qui est la grande banque publique qui a vocation à accompagner les entreprises, surtout les petites et les moyennes, dans leurs projets de développement, pour la transition écologique, pour l'innovation, pour s'implanter à l'étranger. Vous faites ça sous forme de financement avec d'autres banques ou de conseils. Vous avez pour ça une cinquantaine d'implantations dans les régions françaises. Vous êtes le patron de cette banque depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis sa création. Vous avez accompagné plus de 500 000 entreprises durant cette période. Et vous avez une conviction, Nicolas Dufourcq, que vous exprimez souvent, c'est qu'on ne redressera pas la France sans la réindustrialiser et sans s'appuyer sur les entrepreneurs qui sont les forces vives du pays. Alors justement, on va évoquer l'état d'esprit des entrepreneurs et des chefs d'entreprise dans cette rentrée chargée. Vous nous donnerez votre œil sur l'état de nos finances publiques et sur le degré d'urgence des réformes à mener. On va aussi aborder, Gaëtan le disait, les sujets de réindustrialisation, d'attractivité en France, qui est vraiment un de vos chevaux de bataille. Et on évoquera enfin la place de l'Europe sur la scène internationale. Mais pour commencer, eh bien, commençons par la France, parce que ça y est, on a un Premier ministre en la personne de Sébastien Lecornu. Est-ce que ça a rassuré nos chefs d'entreprise ? Les chefs d'entreprise s'habituent à l'instabilité parlementaire, même si, en fait, elle tape sur leur morale. La dernière enquête qu'on va publier montre bien que entre les entrepreneurs qui ont répondu à l'enquête avant le 25 août et ceux qui ont répondu à l'enquête après le 25 août, il y a déjà un décalage de morale. Dans la réponse à la question « Est-ce que vous allez investir au deuxième semestre 2025 et en 2026 ?» Avant le 25 août, 45%, après le 25 août, 26%. C'est vraiment un frein majeur. Donc l'instabilité quand même. Sauf l'instabilité. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, on va tous être extraordinairement psychologique. C'est-à-dire que c'est pas extrêmement drôle d'être entrepreneur dans un pays qui va pas bien et de moins en moins bien aussi. On se pose des questions. Il s'agit quand même de déployer son propre capital, celui de sa famille, celui de ses enfants. Et donc, les constantes psychologiques sont compliquées en ce moment. Alors, il y a le sujet psychologique, mais aussi le sujet des freins à l'entrepreneuriat. Je vous propose d'écouter Patrick Martin, qui est le président du MEDEF, lors de son université d'été, qui a appelé à ne pas alourdir le fardeau des entreprises. Laissez-nous croître, laissez-nous investir, innover, former, embaucher, exporter. C'est comme ça que nous contribuerons au redressement du pays et de ses finances. Alors vous qui connaissez bien les chefs d'entreprise, quels sont les freins principaux auxquels ils font face aujourd'hui ? Alors les freins principaux sont la difficulté à recruter, alors même qu'on a encore un chômage de 7,5, donc il y a un énorme problème d'attractivité du travail en France, qui pointe vers la nécessité absolue de continuer les réformes de l'assurance chômage. Ça, c'est la première chose qu'il cite. Il ne cite pas la question du financement. En fait, des entrepreneurs qui ont des bons projets et des bilans de qualité, en fait, vont trouver chez nous et chez nos partenaires bancaires du crédit et des fonds propres. La disponibilité de la main-d'œuvre. Ah oui, disponibilité de la main-d'œuvre, des compétences. Évidemment, ensuite, il y a l'ensemble des coûts qui s'imposent aux entreprises françaises. Donc les taxes de production, on en parle quand même pas mal, parce qu'elles empêchent d'accumuler du capital industriel, qui est la mère des batailles. L'industrie, c'est les machines. Donc plus vous payez d'impôts, moins vous achetez de machines. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça qu'il y a moins de robots en France qu'en Italie, moins de robots en France qu'en Allemagne. C'est que l'argent est parti dans les taxes. Donc ça, ils le disent également. Et puis, dans les freins, il y a naturellement la complexité réglementaire, qui se traduit en temps perdu. Pour résumer, vous voulez faire l'administratif. Vous voulez faire une nouvelle usine. C'est vrai que tous les chefs d'entreprise parlent de ça. Voilà. Il faut 2 fois plus de temps en France pour investir, pour pouvoir aboutir des projets. Voilà. Alors François Bayrou, quand il était Premier ministre, a vraiment mis l'accent et voulu faire prendre conscience à tout le monde que la dette était un péril. Il a eu des mots même très très forts. Est-ce que vous partagez ce constat sur la dette, parce qu'on a dit non mais il exagère. Est-ce que vous partagez ce constat ? D'ailleurs, vous allez publier un livre sur ce sujet dans lequel vous plongez dans la dette française.
dans l'histoire française. Le péril, il est existentiel, il est puissant, le péril, mais il n'est pas lié au fait qu'il y a de la dette. Tout le monde s'est endetté. Il est lié au fait que la croissance de la dette est juste incontrôlée. Et elle est incontrôlée depuis 50 ans. Voilà, et donc depuis 50 ans, vous avez des régimes politiques qui se succèdent les uns les autres, qui pointent sur la responsabilité de leurs prédécesseurs en disant « moi je vais m'y attaquer, je vais faire ce qu'il faut », et qui sortent une énorme épée et qui donnent un énorme coup dans l'eau. Puisque la dette continue de monter, elle monte tous les mois, elle monte tous les jours, depuis 50 ans. C'est l'histoire de ma vie, après tout, c'est l'histoire de la vôtre aussi. C'est totalement désespérant de voir que aucun régime politique n'était capable à un moment réellement de juste stabiliser. Alors bon, il y a eu un moment, mais ça a duré quoi, à chaque fois 18 mois, où le ratio dette sur PIB recommençait à baisser légèrement. Mais 18 mois, et ça repartait comme en 40. Voilà. Donc ce qui est paniquant, c'est la croissance de la dette. Entre le 1er janvier 2025 et la fin 2025, vous allez ajouter 200 milliards d'euros de dette. Le temps que j'écrive mon livre sur la dette, 6 mois, 100 milliards d'euros de dette de plus. Et on ne voit... pardon. Est-ce que là, des grands coups d'épée dans l'eau, en tout cas, c'est-à-dire les économies qu'on fait tous les ans, est-ce qu'il ne faut pas remettre en cause notre modèle social? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut changer? La raison pour laquelle on fait des coups d'épée dans l'eau, c'est qu'on refuse de dire aux Français le cœur du sujet, qui est que la dette finance des prestations sociales. La dette finance aujourd'hui 10% des prestations sociales françaises. 10%, ça veut dire 3 jours par mois. C'est-à-dire que les 3 derniers jours de chaque mois de retraite versée, d'assurance maladie remboursée, de minima sociaux payés, de primes d'activité versées aux Français sont empruntés. Les 3 derniers jours de chaque mois. Donc il faut au fond avoir ce réflexe mental de se dire, voilà, je suis arrivé au 26 du mois, ou au 27 du mois, à partir d'aujourd'hui, toutes les prestations sociales de l'État-providence français sont financées par la dette. Ça veut dire que les Français... Que les gens le sachent. Mais comme on ne leur a pas dit, ils pensent tous qu'en fait, il y a un trésor caché quelque part. Donc ça va être les immigrés, ça va être les riches, ça va être le train de vie de l'État, ça va être les avantages des ministres, ça va être le salaire du président de la République. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, vous pensez ? Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est pas le fond du sujet. C'est pas du tout le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est qu'on finance nos retraites et notre assurance maladie par de la dette. Bon, on n'est pas les seuls, hein. La dette américaine, elle vient d'où ? Elle finance le Medicare, elle finance les dépenses de santé américaines. Comment il faut convaincre les Français qu'il faut participer à cet effort aussi et que ce schéma-là n'est pas soutenable? En leur disant qu'on peut parfaitement faire des économies sur le modèle social français, sans changer de civilisation, sans changer de mode de vie, sans remettre en cause ce qui fait l'équilibre de notre contrat social, que d'autres pays européens, et d'ailleurs quand je dis d'autres, tous les autres pays européens, puisqu'on est les seuls à ne pas faire l'effort, l'ont fait, et que je sache, ils ont pas basculé dans un nouveau monde. Hein, on est bien soigné en Allemagne, on est correctement soigné en Italie, et au Danemark, et aux Pays-Bas, en Norvège. Vous citez, tous les pays ont fait des efforts. Tous, ils ont réussi à stabiliser la croissance de leur dette. On est le seul pays qui continue de se tourner les pouces en regardant la dette monter et en pointant sur des faux coupables. La remise en question de la retraite, par exemple, ce serait une folie. Une folie totale. La réforme des retraites. Mais de toute façon, les Français, il faut bien leur faire comprendre qu'ils le savent très bien eux-mêmes, d'ailleurs, que le pays a pris un énorme coup de vieux. Moi, vous aussi, on a à peu près le même âge, on vient tous d'un pays où il y avait 10 millions de retraités. Mais il y en a 20 millions, il va y en avoir 22, puis 25. Le nombre de nonagénaires, il n'y en avait quasiment pas. Il va y en avoir des centaines de milliers. Comment voulez-vous qu'on ait toujours la retraite aussi généreuse à 62 ans ? Ce n'est pas possible. De toute façon, c'est 64, ça a été voté, il ne faut surtout pas le remettre en cause. Mais ce sera plus. On va monter à 66, 67. Inévitable, comme tous les autres pays européens. Inévitable. Et je vous assure, ça réglera une large partie de notre problème. Parce que ce qui nous tire vers le bas comme nation, c'est la retraite. C'est le coût de la retraite. C'est l'excès de générosité de la retraite française. Et au-delà des Français, est-ce que les entreprises doivent aussi participer à cet effort de guerre? On voit Mais les entreprises, elles participent déjà à l'effort de guerre. C'est elles qui tirent le pays. Il a raison, Patrick Martin. Vous savez, pour le livre que je sors, là, j'ai relu toute une littérature depuis 1974, de ce que disait le CNPF de l'époque. Vous vous souvenez? François Sérac. Hein, bon. François Sérac. Bon, eh bien, écoutez, franchement, si on avait écouté ce que demandaient les entreprises depuis 1974, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Les entreprises,
elles sont déjà très largement taxées. On peut toujours dire que l'impôt sur les sociétés a légèrement baissé, etc. Ok, il a légèrement baissé. Les taxes de production, elles restent très largement supérieures à ce qu'il y a dans le monde entier. Les charges sociales, qui sont les cotisations en réalité, toujours insuffisantes pour financer le modèle social, ce sont les entreprises qui les payent. Elles sont considérables. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Mais même l'expression, est-ce qu'on va demander un effort aux entreprises? Mais l'effort qu'on demande aux entreprises, c'est de tirer la société française, c'est de financer le modèle social. C'est ça l'effort qu'on leur demande. Je comprends que vous n'êtes pas très favorable à la taxe Zucman qui est en train d'alimenter le débat et d'être très très soutenu. La taxe Zucman, c'est une improvisation intellectuelle. Il a beau dire que ça fait 17 ans qu'il y pense depuis qu'il est tout petit. Ça n'a aucun sens. Ou alors on l'a fait mondial. Il y a une taxe sur les grandes fortunes. Comment ? Non, mais qu'il y ait des dispositifs intelligents montés par la Direction générale des impôts pour aller forcer la trésorerie dans les holdings à être taxée, ça va, probablement. Hein. Mais de là à dire que on va demander, ou alors on change de régime et on met fin au capitalisme et on passe au communisme, il n'y a aucun problème. Hein. Mais dire aux capitalistes que tous les ans ils vont donner 2% de leur capital, à qui d'ailleurs? À moi, à la BPI, en papier. Il est question de le donner à l'État. Hein? Il est question de le donner à l'État puisqu'il dit qu'on pouvait payer en nature. Eh ben, en nature, ça sera la BPI, donc très bien, le portefeuille. Oui. Parfaitement. Donc le portefeuille de la BPI va devenir, tous les ans, je vais prendre 2% d'LVMH, 2% d'Hermès, 2% de tout. Je vais être un fonds souverain extraordinaire. Et puis au bout de 10 ans, j'aurai 20% de la France. Ça n'a aucun sens. Alors, on va essayer d'avancer un peu dans ce débat-là. Vous avez parlé, Gaëtan le disait, de la réindustrialisation qui faisait partie et qui fait partie des leviers que la France a pour essayer de se relancer. Est-ce que le mouvement de désindustrialisation est aujourd'hui terminé en France? Il est pour l'essentiel stoppé, mais je vous assure qu'il faut beaucoup bosser pour qu'il soit stoppé. Donc le combat n'est pas encore gagné? Ah non, bien sûr que non, il ne sera jamais gagné. Il ne sera jamais gagné, c'est un combat de tous les instants. Donc là-dessus, je suis obligé de faire un point léger mais précis sur la gravité du bombardement chinois sur l'industrie européenne. Bombardement chinois sur l'industrie européenne. Donc il faut protéger l'industrie européenne. Sinon, elle va disparaître, littéralement. Hein. Mais pas en France. De la Pologne à la Bretagne, à la Grande-Bretagne. Tout le monde est touché. Hein. Dans toutes les verticales de l'industrie, vous avez des produits chinois à moins 20, moins 30%. Voilà. Et qui sont d'ailleurs des produits de très grande qualité. Le sujet n'est pas là. Hein. C'est pas... mais c'est des entreprises dont le business model est différent. C'est des entreprises qui sont... on ne pourra jamais les concurrencer. On pourra jamais... Il faut qu'on se protège. Oui, mais sur le modèle économique, on ne pourra jamais avoir les conditions de production des Chinois. Ou alors, on change complètement de monde. Mais les conditions de production des Chinois, c'est plusieurs choses. C'est des salaires qui restent en fait relativement faibles, même s'ils ont monté, mais on pensait qu'ils monteraient beaucoup plus vite. En fait, les Chinois ont tenu leur salaire beaucoup plus qu'on ne le pensait, mais c'est surtout des subventions publiques gigantesques. Et ça c'est de la concurrence déloyale. Et donc il faut rétablir de la loyauté dans la concurrence, et pour ça, il faut protéger l'Europe. Message que je porte à Bruxelles, mais toutes les semaines. Et je pense que Bruxelles continue de sous-estimer la gravité de la situation. Et au-delà de ça, comment on redonne aussi de la compétitivité à nos entreprises françaises, au-delà de la protéger des produits La compétitivité, c'est la quantité de capital. Ce n'est pas le moment de le taxer, le capital, il faut qu'il aille sur la production. Et c'est la quantité de capital humain, donc c'est les ingénieurs, donc il faut qu'on en forme plus. Et c'est la rapidité, c'est le temps et la flexibilité. Donc les normes qui conduisent à rajouter 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, aux déjà 5 ans nécessaires pour bouger le petit doigt, ces normes-là, elles sont à bannir. Hein. Donc il faut du temps, du capital financier et du capital humain. Il faut ces 3 choses-là. D'accord, il faut mener une politique pour soutenir... C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, comme si la politique de l'offre, c'était une politique libéralo-capitaliste, néolibérale. C'est débile de dire ça. La politique de l'offre, c'est juste une politique du bon sens, où on reconnaît que ce sont les entreprises qui portent le modèle social, on les écoute, et on fait ce qu'il faut pour qu'elles grandissent. Il a raison, Patrick. Alors, dans les entreprises, il y a la French Tech, oui, qui est quelque chose qui nous a beaucoup fait rêver, enfin qui nous fait rêver, et surtout qui représente l'avenir. Alors, on a eu l'impression qu'il y a eu un coup de fouet derrière la French Tech, ou peut-être au début
premier mandat d'Emmanuel Macron, Oui. et que maintenant, elle connaît un petit coup de mou. Est-ce que c'est ce que vous constatez? Alors, il y a eu... Oui, oui. Est-ce qu'on peut encore lever des fonds en France? Est-ce qu'on peut financer de la tech? Est-ce qu'il y a des pépites? Donc, il y a énormément d'argent disponible dans les fonds de capital risque français pour être investis dans les entreprises. Mais les fonds, levés ont baissé de 35% l'année dernière. Comment on l'explique? Donc, je vais vous dire... Tout ça est presque biologique, hein, c'est vital. C'est-à-dire que vous démarrez donc 2014-2015, etc., ça monte. Vous arrivez 2021-2022, partout d'ailleurs dans le monde, hein, une bulle. Oui. Hein, c'était la bulle ce qu'on appelle le software à distance, hein, le software as a service, avec des valorisations gigantesques, non justifiées. Ouais. Donc on est encore en train... Ensuite, ça tombe, notamment donc il y a le choc du Covid, etc. Mais c'est surtout que c'était une bulle financière. Hein. Tous les fonds américains qui étaient venus en Europe en imposant des valorisations délirantes se retirent, prennent leur paume, et les fonds de capital risque européens digèrent lentement la bulle. Voilà. Donc 2024-2025, ce sont encore des années de digestion de la bulle, ce qui veut dire que... L'assainissement. Comment? C'est de l'assainissement. Voilà. Donc c'est les cycles classiques du capitalisme de l'innovation, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Alors il y a un certain nombre de licornes françaises qui continuent de grandir, prospérer et qui vont être révélées quand même, hein, avec des valorisations considérables. Vous pensez à Doctolib, vous pensez à Alan, vous pensez à Content Square, vous pensez à Shift. C'est des entreprises qui vont faire la fierté française quand elles seront cotées. Et elles seront cotées probablement à partir de 2027. Hein. Et derrière tout ça, il y a... Et elles resteront françaises? Ça dépend desquelles. C'est sûr que si on continue de parler de Zuckman, elles vont toutes partir. Elles resteront pas françaises. Toutes partir. Ok. Vous êtes un bon observateur de l'économie, au-delà, dans tous les secteurs que vous avez cités. Quels sont les secteurs les plus porteurs dans lesquels il faut investir aujourd'hui? Moi, je suis... évidemment, dans l'idée qu'il faut constamment réinventer l'économie française. Voilà. Et donc, mon devoir, c'est de convaincre les gens d'investir dans toutes les technologies de rupture qui vont construire le futur. Voilà. Mais mon devoir, c'est aussi de dire que c'est risqué. Donc, si votre question, on a vu quand même certaines startups, notamment dans l'agroalimentaire, on pense à Insect, bien sûr. Mais il faut accepter de prendre des risques. Vous savez, les Américains prennent beaucoup plus de risques que nous. Et à la fin des fins, ça paye. Si votre question, c'est vous me conseillez à moi de mettre mon argent où, avec quand même une espérance de rendement significative, parce que je ne veux pas prendre trop de risques, je vais vous dire, allez faire de l'immobilier. Mais mon rôle, c'est de dire, arrêtez de faire de l'immobilier, arrêtez de faire du vin, arrêtez de faire les choses faciles et simples, arrêtez de faire des hôtels et du tourisme, il y en a déjà beaucoup, on va continuer, très bien. Hein. C'est comme ça qu'on aura des GAFAM européens. Mais faites des technologies de rupture comme les Américains. C'est ce que je dis en beaucoup l'intelligence artificielle qui est vraiment le secteur le plus en vue. Mais est-ce que vous considérez qu'il y a une bulle et que tout ça commence à devenir un peu dangereux? Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein. Oui. On a vu, je ne sais plus quelle entreprise hier qui a dépassé les 3 000 milliards de capi aux États-Unis. Oui. Et les valorisations sur des entreprises qui ne font pas encore vraiment de chiffre d'affaires sont déjà très très importantes. Et voilà, est-ce qu'il y a une bulle spéculative? Je pense qu'il y a une bulle spéculative, tout à fait. On est sur des valorisations délirantes là maintenant. Hein. Mais ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle est condamnée. Au contraire, les progrès de la science sont absolument hebdomadaires. Hein. Et donc, de toute façon, cette affaire est en train de changer radicalement la société mondiale. Voilà. Donc il y a un moment qui est un moment où effectivement on a des valorisations incompréhensibles. C'est toujours difficile de se positionner par rapport à ça, hein, parce que vous pouvez vous dire, là c'est devenu vraiment trop cher, je ne rentre pas, et puis ça continue de monter. Hein, à un moment, on se disait, Apple vaut trop cher, et puis Apple a continué de monter. On se disait, Amazon vaut trop cher quand même, c'est trop tard. Et Amazon n'a pas cessé de continuer de monter. Donc le moment où c'est bulle ou pas bulle, c'est un moment qui est délicat à décider. Hein. Mais alors, on va essayer d'avancer un petit peu, sinon on va manquer de temps. Parlons géopolitique, parce que c'est aussi ce qui rythme la vie des entreprises. Les États-Unis et l'Union européenne ont signé un accord commercial sur les droits de douane cet été. Est-ce que c'est un moindre mal, comme certains le disent, ou c'est une humiliation pour l'Europe? Bon, je ne sais pas, dans la réelle politique, puisque c'est de la réelle politique, là, en fait, hein, il ne faut pas trop raisonner en humiliation non plus. Il faut essayer de voir... comment est-ce qu'on défend ses intérêts de la manière la plus astucieuse. Bon,
Est-ce que ça a été le cas sur cet accord Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de politique commerciale. Et la France est un pays qui est tellement fragilisé dans ses exportations. La France est un pays, ça a été un grand pays exportateur et c'est devenu un très grand pays délocalisateur. La France produit à l'étranger, donc en fait elle n'exporte pas beaucoup. Et du coup, elle est relativement peu touchée par cette affaire Trump, par rapport aux autres pays, hein, j'entends, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux pays du Nord. Donc je pense que le 15% est absorbable, mais il a quand même bouleversé les relations mondiales. Enfin, il est arrivé, il y avait un ordre établi, des règles de commerce, et tout ça n'existe plus. Et ça avait commencé avant lui. Hein, ça avait commencé avec Biden. En fait, c'est une tendance extraordinairement lourde du cœur de la société politique américaine que de remettre en cause le multilatéralisme et puis de repasser à une politique jugulaire où on impose ses volontés au monde entier. Hein. Biden avait commencé. Hein. L'Inflation Reduction Act, c'était déjà un acte unilatéral extraordinairement agressif, en fait, mais pratiquement de guerre. Et moi-même, j'en avais discuté avec des membres du gouvernement américain à l'époque qui m'avaient dit « On est d'accord, vous devriez juste faire comme nous. » Parce que le monde a changé. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'Europe. Qui prend toujours trop de temps, qui ne défend pas suffisamment les entreprises. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour se prémunir et surtout pour arriver à unifier, puisque le problème est quand même là, 27 États qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut changer? La gouvernance, il faut changer les personnes, il faut changer... La gouvernance, on ne la changera pas, là. Je pense que les conditions d'un changement de gouvernance ne seront pas réunies avant très très longtemps. Il faut d'abord qu'on s'habitue à comprendre dans quel régime politique on vit. Hein. On a donc une Europe où vous avez une Assemblée nationale qui s'appelle le Parlement européen, vous avez un Sénat qui s'appelle le Conseil européen, et vous avez un exécutif qui s'appelle la Commission. Donc c'est une institution politique maintenant qui est fondée, qui existe, qui n'est pas loin d'être étatique. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'affirmer comme puissance économique sur la scène internationale? On voit que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est démocratique. Cette affaire est démocratique. Donc il faut que les 27 se mettent d'accord au Sénat, il faut que les groupes parlementaires se mettent d'accord au Parlement. Et puis ensuite, vous avez la Commission elle-même qui, d'ailleurs, comme l'État français et les ministères, a sa propre idéologie, traversée dans ses profondeurs par des débats multiples et variés qui viennent en fait du libre-échangisme. Mais elle est en train de changer, la Commission. Hein. Et donc, comme c'est démocratique, il faut jouer le jeu de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que le jeu de la démocratie? C'est la vocifération, quand même. Hein. Donc ça veut dire qu'au Parlement européen, si vous voulez que vos intérêts soient défendus, il faut déjà que vous vous déplaciez à Bruxelles et à Strasbourg pour aller parler aux députés tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui disent l'Europe, mais je leur dis la dernière fois que vous êtes allé à Strasbourg, c'est quand? Ah ben, je ne suis jamais allé à Strasbourg. Oui, non, mais c'est là que ça se décide. On a beaucoup parlé cette année du rapport Draghi. Oui. Et après ce rapport-là, l'Europe s'est lancée dans une simplification de ces réglementations. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est assez rapide et efficace, surtout? Il y a eu effectivement une prise de conscience sur le fait que tout était devenu trop complexe. Et donc, il y a un train de mesures qui ont été proposées, passées, votées, qui s'appelle Omnibus, dans lequel il y a déjà beaucoup de choses. Hein. Mais il faut aller plus loin que ça. Moi, je pense qu'il faut... C'est la bonne méthode La méthode, c'est exactement ce qu'on vient de se dire, finalement. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le paquet Omnibus? Parce que tout d'un coup, la vocifération est montée en disant ça suffit, c'est plus possible. Et du coup, les gens entendent, les États entendent, le Parlement lui-même entend. Et à la fin des fins, les dispositions sont prises. Au fond, vous savez, c'est le rugby, hein, c'est la mêlée. Donc si vous ne poussez pas, il faut pousser. Et donc ça marche, vous estimez que c'est suffisamment rapide et que... Je pense qu'il faut faire beaucoup plus, donc il faut pousser beaucoup plus. Tout à l'heure, vous avez eu des phrases très fortes pour dire qu'on va se faire laminer dans tous les secteurs par la Chine. Il n'y a rien qui va résister au rouleau compresseur chinois si on ne bouge pas, et vous dites qu'il faut se protéger, se prémunir de ça. Comment on fait? Comment fait-on pour arrêter ce rouleau compresseur? Clause de sauvegarde, barrière douanière. Ah, on fait les droits de douane, nous aussi. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il faut arrêter de penser que le libre-échangisme ne fait pas de victimes. Le libre-échangisme, ça marche quand les gens jouent le jeu. Mais si on est en concurrence absolument déloyale avec des boîtes... Le risque, c'est l'escalade avec... Mais elle a déjà démarré, l'escalade. Pourquoi serions-nous les derniers? Elle a déjà démarré, l'escalade. Regardez les tarifs douaniers pour rentrer en Chine.
Vous avez regardé combien les Chinois font payer pour des produits européens qui rentrent en Chine? De toute façon, parfois 30-40%, oui. Et voilà. Et les Américains ont parfaitement compris ça. Donc on est dans un moment qui est un moment qu'on n'a pas souhaité, mais où il faut qu'on protège nos concitoyens. Moi, j'en suis convaincu maintenant. Alors, Bruxelles a signé un grand accord commercial aussi avec l'Amérique du Sud, qui est le Mercosur, qui est dénoncé par beaucoup de politiques et de secteurs, notamment par les agriculteurs en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un moyen d'ouvrir de nouveaux marchés dans cette... Joker, je ne connais pas le contenu de l'accord. J'ai l'impression qu'il y a une querelle idéologique sur le sujet. Quand j'entends des gens très sachants me dire que en fait, c'est un bon accord, j'ai tendance à avoir confiance en eux, mais j'en sais rien. Bon, mais le commerce extérieur, qui est l'autre point noir avec la dette française, oui. Encore du chemin à faire avant de se redresser. Mais oui, mais bien sûr, mais le commerce extérieur, c'est l'industrie. Ce que vous exportez, en fait, c'est des biens. Et donc, il faut redresser l'industrie française. Donc, la conséquence de la réindustrialisation, c'est le commerce extérieur. Voilà. Hein. Mais ça suppose de se relever les manches, ça suppose des moyens très importants. Une entreprise, une PME, il faut comprendre ça aussi, qu'une entreprise qui est de petite taille, mettons 50-60 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand elle se projette à l'export, ça lui coûte. Hein. Et donc, cette entreprise qui, à ce moment-là, entend tout le débat public sur on va demander une contribution de solidarité aux entreprises pour traiter les problèmes du budget de la France, je dis, ok, je vais trouver où cet argent? Ou alors j'arrête d'export. Il y a encore du chemin à parcourir. Le temps passe vite, cette émission est déjà terminée. Merci Nicolas Dufourcq. Je signale qu'on peut vous retrouver le 23 septembre à l'Accor Arena de Bercy pour votre grande messe qui s'appelle Big, où vous allez réunir 20 000 entrepreneurs. C'est toujours quelque chose de très spectaculaire. Oui. Pour parler du futur. Pour parler du futur, voilà. Et de la vérité, thème de l'année, la vérité, on se dit les choses. On se dit les choses. Merci Olivia. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur l'appli du Figaro, sur le Figaro TV. Et nous vous disons à bientôt pour une nouvelle émission d'Esprit d'entreprise.